Buongiorno a tutte e a tutti a un libro nel orecchio. Bonjour à tous et bienvenue dans Un livre dans l'oreille. On va le faire en français, ce sera quand même beaucoup plus simple. Alors pourquoi est-ce que je parle italien? Tout simplement parce qu'on va traiter d'un livre qui va nous emmener en Italie. Ça s'appelle Pietra Viva, écrit par Leonor de Recondo et lu par Lazare Erson Maccarel. Le livre dure 3h54. Je me redresse bien pour qu'on puisse se voir, c'est dans l'autre sens, qu'on puisse voir mon super logo que j'ai brodé sur mon petit t-shirt, donc je suis très fière. Et donc bon, on voit encore les marques du feutre que j'ai utilisé pour pouvoir faire mon petit dessin, mais bon, ça devrait partir encore au prochain lavage, j'espère. Je m'affiche fièrement avec, mais sauf qu'en fait c'est un peu... Je me tienne bien droite, bon, ça va m'obliger à me tenir droite. C'est un livre qui se déroule en Italie au XVIe siècle, en 1505 pour être exact, et on va suivre un passage de vie de Michelangelo, le sculpteur. Au moment du livre, il a 30 ans. Donc ça va être un passage assez bref, puisqu'on va seulement avoir 6 mois de sa vie, et ce sont 6 mois, donc un peu de basculement, un peu charnière, qui vont être l'occasion d'un cheminement autant physique finalement que mental. Pour situer un peu ce qui se passe, on a le pape Jules II qui commande sa tombe, voilà, sa future tombe à Michelangelo, en se disant bon bah voilà, un jour ou l'autre je vais mourir et j'aimerais bien être enterré dans une jolie tombe, alors fais-la moi avant que je meure. Donc c'est un peu ça l'idée, et comme à l'époque Michelangelo était déjà assez connu, le pape s'est dit bon bah tant qu'à faire, autant avoir un bon sculpteur pour sculpter ça. Entre temps, juste avant cette commande, on a Michelangelo qui habite dans un monastère, et en fait il y a des jeunes moines qui se promènent du coup dans ce monastère, ce qui semble à peu près logique jusque là. Il a l'autorisation de pouvoir observer les corps morts et aussi les disséquer, si je me souviens bien du début, qui est quand même vachement un sacré avantage pour un sculpteur, comme ça, pour étudier le mouvement du corps, ou plutôt son non-mouvement, plutôt la formation du corps, etc. Un jour, il apprend qu'un des jeunes moines est mort, et c'est un des moines qui l'aimait bien, mais sans avoir jamais eu de contact avec lui, cela dit. Et donc, un peu pour fuir le monastère et en même temps honorer sa commande, il va donc à Carrare pour aller choisir les marbres qui vont pouvoir être utilisés pour le tombeau de Jules II. À ce moment-là, il va rencontrer plusieurs personnages, donc des personnages tout à fait normaux, des gens des sculpteurs des carrières, mais également Michele et Cavallo. Et ces deux personnages vont vraiment provoquer un changement en lui et le faire évoluer sur un être un peu plus abordable qu'avant, puisque il est assez froid et un peu ronchon, je dirais, Michelangelo. Même si on prend des personnages qui ont historiquement existé, et qu'on prend notamment le tombeau de Jules II qui était une réelle commande, et du coup je vais vous mettre une photo du tombeau, de ce qu'il donne aujourd'hui, on reste quand même sur un récit inventé, où imaginez comment le personnage pouvait être et pourquoi il a pu évoluer de telle ou telle façon. Le sujet est déjà très intéressant. Ensuite, au niveau de l'écriture, c'est superbement bien écrit. Franchement, j'avais l'impression d'écouter un poème. Plusieurs fois, il y avait des phrases où je me suis dit ah, c'est trop beau quoi. Vraiment à plusieurs moments du livre, hein, même assez régulièrement, même des paragraphes entiers où on se laissait bercer par les belles images qui étaient contées, des structures de phrases qui étaient donc quand même très claires, mais qui étaient très impressives, je sais pas comment dire, mais qui faisaient forte impression, qui touchait juste tout en magnifiant les mots et la façon de le dire. Donc vraiment c'était super. Qu'est-ce que je me suis notée? Ah oui, j'avais dit on dirait un poème, mais un de ces poèmes faciles où chaque phrase donne une image claire et forte dont on veut s'imprégner. Voilà. Ah oui, et j'avais dit aussi qu'il y a une petite écoute, alors un petit côté presque écriture surréaliste dans l'effet que ça provoque, je trouve. Pour vous donner un ordre d'idée, l'écriture surréaliste, c'est l'écriture qui va être un peu spontanée, on se met dans une espèce d'état second et on se met à écrire ce qui nous vient à l'esprit, et ça donne des fois des phrases assez détonnant, et c'est un mouvement qui date du XXe siècle, milieu XXe. Et sur certains aspects, j'avais l'impression de retrouver ça, parce que ça m'a fait les mêmes sensations sur certaines phrases qui sonnaient juste tout en sonnant de manière nouvelle et très personnelle aussi. Après, bon, peut-être que l'auteur a choisi chacun de ces mots l'un après l'autre, ce qui est tout à fait possible, mais en tout cas l'effet que ça m'a provoqué, c'était un peu la même chose que les écritures des surréalistes, à part que c'était beaucoup plus clair que les écritures des surréalistes. Blabla.
Au niveau de la lecture, enfin au niveau de la voix, j'ai trouvé que c'était très bien lu. Le monsieur qui lit, comment il s'appelle? Lazare, je l'ai dit Lazare, mais bon, parce qu'on est sur un mode italien, donc j'ai dit Lazare quoi, mais bon, c'est peut-être Lazare. Erson Maccarel, il lit de manière très posée, donc tout est très calme. On n'est pas en train de chercher à faire des fioritures sur des intonations de voix ou autre, c'est vraiment de la lecture pure et de la lecture calme, ce qui correspond très très bien au livre, puisque comme je le disais juste avant, l'écriture est très poétique. Il faut quand même un certain temps, je trouve, pour s'imprégner des phrases. On a envie de rester posé sur ce qui est en train d'être décrit. Le lecteur, je sais pas comment on les appelle, bon, celui qui lit de manière très posée et très calme, et donc ça marche du feu de Dieu. Même parfois, et des moments, j'aurais voulu mettre sur pause parce que j'avais envie d'écouter plus la phrase. Mais bon, à chaque fois, je suis en train de faire autre chose en même temps, donc je le fais pas. Là où tout va très bien dans ce rythme d'écriture, ce rythme de lecture, c'est que c'est écrit à la troisième personne du singulier, avec un point de vue plutôt externe, même si on est plutôt centré sur... Enfin, un point de vue externe pour les autres personnages, mais un point de vue interne pour Michelangelo, puisqu'on a accès quand même à son foisonnement de pensée, à sa façon de voir les choses, etc. Mais du coup, il y a toujours un aspect un peu recul de ce qui se passe et assez factuel de ce qui peut se passer autour de lui, mais en même temps un accès à ses pensées avec un accès à ses pensées avec ce recul qui permet justement, je pense, l'élaboration de ces jolies phrases. Je crois que ouais, c'est à peu près ça que je voulais dire. Au niveau de la concentration, je dirais yeux fermés concentrés. Pas vraiment pour comprendre l'histoire, puisque j'ai envie de dire, même si il y a un paragraphe qu'on n'entend pas, est-ce que vraiment ça change la face du livre? J'en suis pas sûre. On comprend grosso modo ce qui se passe dans le livre, hein. C'est plus un cheminement interne. Puis quoi, il fait ses choix de pierre, il nous parle de son rapport à la pierre, au marbre, machin. Ce qui est intéressant du début à la fin. Mais il n'y a pas d'intrigue avec plein de rebondissements. Il n'y a pas genre ah là là, si j'ai loupé ce détail là, je vais pas pouvoir comprendre ce qui se passe ensuite quoi. On n'est pas dans une enquête policière ou autre. C'est vraiment c'est une histoire assez tranquille, mais il faut suivre quand même, hein, bien sûr. Sauf que voilà, comme je trouve c'est un joli poème, c'est bien d'être concentré pour l'écouter et bien comprendre ce qui est dit ou bien profiter de ce qui est dit. Il faut se mettre un peu dans ce mood lecture audio, je trouve. C'est-à-dire un peu dans sa petite bulle avec le livre. Perso, du coup, là, je l'ai écouté... Quand est-ce que je l'ai écouté? Je l'ai écouté alors, en faisant de la broderie. Ah, dans le train un petit peu, en voiture, en faisant de la cuisine. Et ah oui, parce qu'on est en train de faire des travaux dans la caravane, en démontant des meubles dans la caravane un petit peu. Donc des choses vraiment qui prennent pas trop d'attention, quoi. Par contre, j'ai fait une lecture très morcelée, parce que comme je vous l'ai dit, normalement, j'écoute plutôt mes livres sur mon vélo, et depuis le confinement, en fait, je suis tout le temps à la maison. J'ai plus vraiment le moment pour écouter mes livres, donc c'est aussi pour ça que le rythme des vidéos n'est pas aussi soutenu que ce que je voulais à la base. C'est que tout simplement, j'ai même pas je trouve pas forcément le moment adéquat pour pouvoir écouter mes livres, alors que normalement j'avais au moins 1 heure par jour de lecture à peu près. Voilà. Sinon, je voulais parler un petit peu d'une réflexion globale sur le livre, mon petit avis de ce que j'en ai pensé. Donc là, je vais inclure un peu les spoilers. Et s'il y en a qui en ont cure, eh bien, vous pouvez écouter et me dire ce que vous en pensez aussi. Le thème du livre, en général, ça va se baser, de mon point de vue, sur le deuil, et je pense pas trop me planter en disant ça, puisqu'il y a plusieurs éléments qui vont dans ce sens. Le deuil et le rapport à la mort, et à l'homme aussi. Parce que la première étape, c'est un Michelangelo qui du coup dissèque les corps morts qui viennent du coup à la morgue sans aucun état d'âme. Il le regarde de manière très mécanique finalement, vraiment comme des objets d'étude. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas d'émotion avec ces corps-là. Vient le moment où il y a Andrea, donc un jeune moine qui est déclaré comme mort et qui arrive sur cette table, et là c'est trop difficile pour lui, il ne peut pas disséquer ou voir mais je suis pas sûre qu'il dissèque, il faudrait que je relise que je réécoute le début. Il ne peut pas toucher à ce corps parce qu'il est trop sacré à ses yeux. À partir de là, il va commencer donc à partir pour aller chercher ses cailloux là, son marbre pardon. Donc on a accès à ses pensées, et dans ses pensées il dit que la seule autre fois où il n'a pas réussi à disséquer un corps, c'était le corps d'une femme enceinte, donc qui portait la vie, et là ça avait été trop difficile, il l'a vu une fois et après impossible pour lui de le refaire. Après, en autre rapport à la mort, du coup on a Michele qui est le petit garçon super mignon qui vient toujours le coller d'ailleurs, qui a perdu sa mère et qui vient lui parler donc de sa mère, réveiller du coup des souvenirs enfouis
de Michelangelo qui a lui-même perdu sa mère et dont il fait complètement l'autruche. Il a fait en sorte d'oublier tout souvenir lié à sa mère. Et on a 2 autres rapports encore à la mort. On a le rapport à la mort avec le pape, puisque le pape Jules II demande un tombeau avant d'être mort, un tombeau qui est vraiment sur la glorification du pape, donc la glorification de sa vie, mais il demande sa glorification de sa vie tant qu'il est en vie, alors que c'est pour quand il sera mort. Il y a vraiment aussi un drôle de rapport avec la vision de la mort à ce moment-là. Et le dernier, ça va être Caballo, cet homme un peu fou qui se prend pour un cheval et qui vit assez mal la mort de sa jument. Alors là, c'est gros spoiler parce que c'est à la fin. Et donc, tous ces éléments de la mort qui vont venir petit à petit changer le rapport aux autres que Michelangelo va avoir, et notamment grâce à Michele. Michelangelo a quand même un rapport notamment aux humains assez froid et distancié, et tous, parce qu'ils ont l'habitude de la société des hommes, comprennent qu'avec cet homme-là, il faut pas venir trop l'embêter. Chose qui ne se passe pas avec l'enfant Michele, qui est encore trop petit, trop jeune pour vraiment comprendre peut-être tous ces codes de la société, et qui sent en Michelangelo quelqu'un en qui il pourrait avoir de l'admiration et le suivre, et Caballo qui lui ne voit dans les hommes que des animaux, des loups et des chiens, et dit d'ailleurs à Michelangelo toi tu es un chien. Du coup ce sont 2 êtres qui sont à part de la société, qui voient le monde d'une manière différente et qui ont eu tous les 2 un rapport à la mort assez particulier, qui vont venir chambouler Michelangelo et lui faire changer un peu sa vision des choses et sa vision sur les hommes, et qu'il va pouvoir découvrir un peu l'humanité, sa propre humanité, ses propres émotions grâce à ces 2 personnes, et l'acceptation, pour revenir sur le thème du deuil, et l'acceptation de la mort de sa mère qui date de quand il était petit, avec cette notion de la mort n'est pas une fin en soi, mais plutôt les souvenirs qu'il laisse permettent aux uns de vivre, etc. Et notamment on voit Caballo qui dit elle ne m'a pas quitté, elle est tout en moi. Michelangelo qui va reprendre ces mêmes termes et ces mêmes phrases pour évoquer la mort de sa mère. Et donc enfin l'accepter et aller un peu de l'avant. Donc voilà, donc c'est juste très très bref comme comme petite réflexion, vraiment à l'état d'ébauche. Peut-être que dans le futur, je ferai des trucs un peu mieux écrits. Mais voilà, c'était un point que j'avais trouvé intéressant. Et donc si jamais vous l'avez lu, eh bien, je serais intéressée de débattre avec vous à propos de cette notion de deuil. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'ai pas mal parlé. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'un livre dans l'oreille.